Bonjour, bienvenue dans notre atelier avec Transition Pro Île-de-France sur un thème qui vous intéressera fortement et qui est donc consacré aux transitions collectives, donc les nouvelles missions de Transition Pro Île-de-France. Avec nous pour débattre de ce sujet et répondre à vos questions, nous avons Éric Dumartin qui est donc président de Transition Pro Île-de-France et en ligne avec nous également Pascal Coyot, qui est donc vice-président de Transition Pro Île-de-France. Nous avons aussi sur le studio avec nous Laetitia Gamrasny, qui est chargée de mission et de partenariat et qui va assurer le lien entre vous et nous concernant les questions. Donc n'hésitez pas tout au long de la présentation à poser vos questions dans le chat. Laetitia répondra directement pour certaines d'entre elles et pour d'autres, nous verrons avec Pascal ou Éric. Voilà, donc nous vous souhaitons un bon moment avec nous. Prenez des notes et en tout cas, vous aurez bien sûr la restitution de cet atelier. Bonjour, alors c'est un challenge que de parler des transitions collectives. Alors c'est vrai que c'est un dispositif dont on entend beaucoup parler, mais aujourd'hui on a peu de réalisations concrètes au sein des entreprises et donc peu d'exemples sur lesquels en fait se baser pour travailler. Donc aujourd'hui on va essayer de répondre à deux questions principales. La première, c'est au fond, à quoi ça sert, les transitions collectives? On va les appeler les transco, c'est un peu plus facile en termes de jargon. À quoi ça sert? Ou alors, moi, je dirais plutôt à quoi ça peut servir? Parce qu'on va voir qu'on peut peut-être réfléchir différemment sur les transitions collectives. La deuxième question, c'est comment ça marche? Que je vais également transformer en disant, mais au fond, comment il faut s'y prendre pour que ça marche? Voilà. Et on va faire ça beaucoup sous l'angle des entreprises, puisque les personnes qui nous écoutent aujourd'hui sont des entreprises, je crois. Alors on va bien sûr parler des salariés, puisqu'ils sont quand même au centre du dispositif, mais on va essayer de se mettre sous ce prisme employeur. Alors si j'ai un peu transformé les questions de base, c'est parce qu'en fait, il y a une forme aujourd'hui il n'y a pas d'évidence dans la mise en œuvre de Transco. C'est un peu, si je voulais utiliser une image, c'est un peu comme si vous achetiez un instrument de cuisine et quand vous ouvrez la boîte, il y a un mode d'emploi en chinois qui est assez difficile à comprendre. Et quand vous utilisez cet ustensile de cuisine, vous apercevez qu'il est utile, mais qu'il peut faire peut-être même plus que ce que vous aviez imaginé au début. Et c'est un peu ça, Transco. C'est un dispositif dont il faut s'emparer réellement pour comprendre comment il fonctionne et quelles sont ses potentialités. C'est ce qu'on va essayer de voir dans l'heure que l'on a devant nous. Alors juste avant de rentrer dans le détail du dispositif, vous rappeler ou dire qui nous sommes, parce que c'est vrai, nous sommes tout jeunes de Transition Pro Île-de-France, puisque nous avons été créés en janvier 2000. Alors, c'est inexact de dire ça, puisqu'en fait, on a pris la succession du FONGECIF qui lui avait plus de 35 ans. Donc, on a quand même une très bonne expertise derrière nous. En 2021, en Île-de-France, on dispose de 250 millions d'euros à disposition sur l'ensemble des dispositifs, sur lesquels également je vais repasser rapidement. On a un peu moins de 100 collaborateurs. On fait partie d'un réseau national puisqu'il y a un Transition Pro dans chaque région de France, donc il y en a 18. Notre véritable appellation, et là je dis ça pour les juristes, dans le Code du travail, c'est la CPIR, c'est la Commission paritaire interprofessionnelle régionale, donc effectivement, Transition Pro, c'est un peu plus facile. Et le dernier point qui, à mon avis, est essentiel, c'est de rappeler que notre conseil d'administration, mais pas que le conseil d'administration, les commissions qui statuent notamment sur les dossiers sont paritaires. Et je le dis pour les gens qui nous écoutent, vous avez là une structure avec des représentants des salariés et des employeurs. Donc vous n'avez pas en face de vous une administration, vous avez des gens qui vous comprennent et qui comprennent vos problématiques. Et on est au cœur vraiment des missions qui sont les nôtres. Nos missions, justement, alors, on écrit nos missions, moi j'aime bien dire notre catalogue. On dit, c'est moins noble, mais bon, j'aime bien l'idée de catalogue parce que ça montre la grande variété des dispositifs que l'on met, qu'on a en capacité d'offrir aujourd'hui. Donc, il y a le projet transition professionnelle, le PTP, qui est, on va dire, notre produit de base d'appel. On s'occupe ensuite des démissionnaires, c'est-à-dire qu'on a des commissions qui se réunissent pour attester du caractère sérieux des démissions, qu'il s'agisse de création d'entreprise ou de démission pour se former.
On mène également les jurys Cléa. Alors, on va consacrer un numéro spécial à Cléa parce que c'est vraiment... et là, je m'adresse aux DRH qui nous écoutent. C'est vraiment quelque chose d'important, notamment si vous avez des personnes avec des bas niveaux de qualification. Là, il y a un outil assez formidable. On a la VAE. Alors, la VAE, on la prend en charge et on la finance à hauteur de 2 000 €, mais ce dispositif s'arrête au 30 juin de cette année. Donc j'ai envie de dire, dépêchez-vous, c'est un peu comme les soldes, ça ne dure pas éternellement. Et jusqu'à présent, il n'est pas prévu de renouvellement au-delà de cette date du 30 juin. Donc si vous avez des salariés qui veulent passer des VAE, il faut vous dépêcher. Et le dernier dispositif, celui dont on parle aujourd'hui, ce sont les transitions collectives. À côté de ces missions où on est là essentiellement pour financer ou pour valider des financements, on suit le conseil en évolution professionnelle en région, puisqu'on n'est plus opérateur de CEP, mais on a ce rôle de suivi des opérateurs du territoire. On travaille beaucoup aussi sur la qualité des organismes de formation, ce qui est également logique, puisqu'on finance des formations. Encore faut-il s'assurer qu'elles correspondent à nos critères de qualité. Et on travaille beaucoup sur les besoins en emploi, en qualification et en compétences. Et ça, c'est en lien direct avec les transitions collectives, puisqu'on va voir que ça s'appuie notamment sur les métiers en tension. Donc voilà pour ce qui est de notre catalogue. Alors si on veut parler un peu de notre philosophie, jusqu'à présent, notre prisme, c'était uniquement le prisme des salariés, c'est-à-dire qu'on s'occupait de projets individuels. Désormais, on a aussi un prisme qui est celui des entreprises avec Transco. Et ça fait irruption dans notre mode de fonctionnement. Alors, on est toujours sur des projets individuels. On va le dire et le redire parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de méprise. La base de Transco, ça reste l'initiative du salarié. Et nous, on voudra toujours s'assurer que le salarié est volontaire pour entrer dans ce dispositif. Mais ce sont des projets individuels qui vont s'inscrire dans une problématique d'entreprise et aussi dans des besoins en emploi collectif qui sont ceux de la région. Donc voilà, donc on est en train aujourd'hui de construire cette nouvelle relation avec les entreprises et la réunion qu'on a là aujourd'hui avec des DRH, des chefs d'entreprise, c'est également dans cette optique de nouvelles collaborations. On va parler de façon plus directe maintenant du dispositif Transco. Alors, à quoi il sert? Donc, il a un objectif, en fait, c'est là que je parle de mon instrument de cuisine, en fait. C'est de dynamiser l'emploi sur les territoires. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 500 millions d'euros qui sont alloués à cette démarche au niveau de la France. Et pour ce qui concerne l'Île-de-France, quand on le décrit en termes de reconversion financée, ça fait à peu près entre 7 et 8 000 bénéficiaires qui vont pouvoir en bénéficier. Donc c'est tout à fait important comme financement. L'objectif de Transco, c'est de redynamiser l'emploi sur les territoires. Alors ça va servir à deux choses. Ça va servir à une entreprise dont les emplois sont menacés, à reconvertir ses salariés vers un secteur au sein du bassin d'emploi, vers un secteur qui, lui, au contraire, est en manque de main-d'œuvre. Donc, en fait, c'est ça qui est tout à fait original, c'est que ça fait un pont entre des entreprises qui ont une difficulté et des entreprises qui en ont une autre difficulté, qui est celle de ne pas trouver la main-d'œuvre qualifiée dont elles ont besoin. Et le dispositif sert à ça, à établir ce lien, cette passerelle entre ces deux problématiques qui sont quasiment opposées. C'est ça qui est assez singulier. Donc, aujourd'hui, on peut très bien s'adresser, quand on revient aux entreprises, à des entreprises qui ont une problématique de sureffectif lié à la crise, ou au contraire, il y a des entreprises qui se disent « mais moi, je n'arrive pas à trouver de personnel qualifié et au fond, je vais peut-être utiliser ce dispositif Transco pour aller trouver des personnes qui correspondent à mes besoins de recrutement ». Donc, c'est ça c'est comme ça que se titule le dispositif. Et ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a une dimension sociétale là-dedans. Parce que je crois que c'est la première fois qu'on a un dispositif où on se dit, mais au fond, je me soucie du devenir de personnes dont je sais qu'a priori, je ne vais plus avoir besoin. Et ça, c'est tout à fait original. C'est-à-dire que je m'en soucie et je me soucie de leur retrouver un emploi ailleurs. Et ça, moi, si on n'appelle pas ça une démarche sociétale, je ne sais pas comment on l'appelle. Donc, j'insiste sur cette valeur
cette valeur du dispositif. Alors, comment ça fonctionne ? J'ai été rencontrer des entreprises, on m'a sollicité pour me dire est-ce que vous pouvez nous expliquer Transco et ce qu'on pourrait en faire. Donc j'ai été voir des entreprises et je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'on ne peut pas parler de ce dispositif sans s'intéresser à des problèmes d'organisation et de stratégie. Je l'ai dit tout à l'heure, les entreprises qui vont solliciter ce dispositif, c'est parce qu'elles ont une difficulté économique. Donc là, on va parler de leur activité, de leur organisation. Donc on est vraiment sur de la stratégie. Donc il faut d'abord comprendre comment il se situe et on va essayer d'apporter 2-3 axes pour se repérer là-dedans. La deuxième chose que j'ai remarqué quand on va voir des entreprises, c'est qu'elles vous posent tout de suite la question, mais par rapport au FNE formation, parce que j'ai entendu parler du FNE formation, lequel des deux je dois apprendre, comment ça marche par rapport au FNE? Et en fait, c'est un dispositif, Transco, dont il est difficile de parler sans le comparer aux autres dispositifs qui sont aujourd'hui à disposition, moi, sur le marché. Alors, vous avez ce petit tableau qui vous met en fait qui vous propose un spectre. Alors on va du soft au hard. Le soft, donc c'est le FSE, et le hard, c'est le PSE. Il y a une lettre qui change, mais c'est quand même une lettre importante. Le FSE, pour rappel, ça s'adresse aux entreprises de plus de 50 salariés, et l'idée, c'est d'adapter des compétences de salariés à risque, donc bas niveau de qualif, personnes en situation de handicap, etc. Donc vous avez ce premier dispositif. Le deuxième dispositif aujourd'hui, c'est celui dont on entend beaucoup parler, c'est le FNE. On va le détailler un peu, mais déjà, ça s'adresse aux entreprises qui ont recours à l'activité partielle ou à l'activité partielle de longue durée ou qui sont en difficulté depuis 2020. Et là, c'est tout à fait nouveau parce que ça élargit le champ des entreprises qui peuvent recourir au FNE formation. Et le FNE, il a une mission, en fait, c'est d'adapter les compétences pendant la crise. Et si on voulait un peu schématiser, l'idée, c'est qu'on garde les gens dans le FNE. On dit, il y a une crise, mais on va en profiter pour former les personnes. Et derrière, on les garde dans l'effectif. Vous avez ensuite le dispositif Transco. Alors lui, il va s'adresser à toutes les entreprises, mais à celles qui ont des métiers qui sont menacés. Donc on va retrouver là un peu l'idée, un peu la même idée qu'il y a eu au FNE, c'est-à-dire il y a un impact de la crise, ou aux entreprises qui ont des besoins de recrutement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des entreprises qui cherchent des gens qui vont s'intéresser à Transco, alors qu'elles ne sont pas en situation difficile. Donc l'idée de Transco, c'est d'adapter l'organisation sans recourir au PSE. Et si on voulait schématiser, ou c'est de répondre à des difficultés à recruter. Et la nuance, ce qui est d'importance par rapport au FNE formation, dans le FNE, on gardait les gens, dans le Transco, pas forcément. Pas forcément. C'est-à-dire qu'à l'issue de la formation pour se reconvertir vers un métier porteur, le salarié, il a la possibilité, bien sûr, d'aller dans le métier qu'il aura choisi, ou bien de rester dans l'entreprise. Donc c'est partir ou rester. Et là, ça. Et c'est au choix du salarié, là. C'est toujours au choix du salarié. C'est toujours au choix du salarié. Et le dernier élément de mon spectre, c'est le PSE, donc je ne vais pas m'attarder dessus. On sait que l'idée, c'est de réduire les effectifs pour adapter l'organisation à ces difficultés. Donc voilà déjà une première grille de lecture pour se dire au fond vers lequel je vais opter. Si on regarde un peu plus dans le détail, quels sont les points de différence essentiels entre le FNE formation et le Transco, qui sont les deux autour desquels il y a des débats? Alors, il y a une première différence essentielle, c'est le salaire, la prise en charge du salaire. Si je voulais dire les choses simplement, dans le Transco, on va prendre en charge le salaire. Alors, dans le tableau, je crois, qui est à l'écran, vous voyez que la prise en charge, elle dépend de la taille de l'entreprise, ce qui est déjà le cas dans le FNE. Voilà, si vous êtes une entreprise de moins de 300, on prend tout en charge, moins de 300 salariés, et ensuite c'est dégressif en fonction de la taille de votre effectif. Donc première différence, la prise en charge du salaire. Deuxième différence importante, c'est la durée maximale. Le FNE, c'est 12 mois. Le Transco, ça peut aller jusqu'à 24 mois et même plus si on rentre dans le détail du dispositif. Donc, on a cette notion de temps, de temporalité qui est très très importante aussi quand on va opter pour un système ou pour l'autre.
Grosso modo, dans le Transco, on va se projeter sur des difficultés d'entreprise à horizon d'un an, 1 an et demi, 2 ans. Sur le FNE, on est beaucoup plus court en fait. On se dit bon, la crise va passer et on va rebondir. Le Transco, on se dit la crise va passer, mais on va être nous de toute façon dans notre activité durablement affectés parce qu'il y aura des habitudes peut-être de consommation qui ont changé. Je pense à l'aérien par exemple. L'aérien, on sait que l'aérien va être très affecté. On sait que le consommateur n'aura pas les mêmes habitudes après la crise, etc. Donc là, on va plutôt aller vers du Transco. Autre chose, autre différence importante, et là c'est essentiel quand on parle de difficultés, de mise en place du Transco, c'est au fond, est-ce que c'est difficile à mettre en œuvre ou est-ce que c'est facile ? Moi, je pense que c'est moyennement facile. Alors on va voir, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais ça veut dire que c'est un dispositif dans lequel, à mon sens, on peut difficilement se passer d'une aide extérieure. Alors on va voir comment trouver ces aides, parce que ces aides existent, mais il y a un petit niveau de complexité, en tout cas pour les entreprises moyennes, qui fait que voilà, il faut certainement recourir à de l'aide. Et puis on est sur des horizons de mise en place un peu plus longs, puisque sur le Transco, mettre en place un Transco en moins de 3 mois, ça me paraît extrêmement compliqué. Puisqu'on va le voir, il faut signer un accord de GEPP, il faut déposer son dossier, il faut qu'il passe en commission. Donc, si vous voulez, il y a une temporalité qui est quand même un peu plus longue que celle du FNE. Voilà, donc j'espère que ce petit tableau-là, il permet aux gens qui nous écoutent de se dire au fond, tiens, voilà, déjà là, j'ai une première grille de lecture qui fait que je vais aller sur le Transco. La question, donc, on va voir, elle est quand même... en termes de mise en œuvre, s'il y a des DRH, elle est beaucoup autour du dialogue social, de la stratégie RH et du juridique. À mon avis, plus qu'autour des compétences. Parce que les compétences, les DRH, ils connaissent les compétences. Ils savent quels sont les emplois qui sont menacés. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est plutôt là-dessus qu'il va falloir tourner son regard. Donc, un petit rappel. Donc oui, effectivement, ça permet d'éviter un PSE. C'est pour se dire les choses également simplement. On est là pour se dire les choses. Voilà, on passe pas par un PSE. C'est un des intérêts majeurs de ce dispositif. Et on aide les salariés à construire leur avenir. Et moi, je trouve que, je le redis, cette démarche sociétale, elle est super intéressante. Elle mérite d'être soulignée et encouragée. Alors, on a déjà vu, en fait, donc, qu'il y a de l'argent, bien sûr, autour de ce dispositif. On a dit 500 millions au niveau national. Donc, nous, en Ile-de-France, nous pesons à peu près 32% des masses salariales françaises qui servent à établir les dotations. Donc, ça vous donne un ordre d'idée de l'argent dont on dispose pour accompagner ces reconversions Transco. Donc, on finance rémunération du salarié, mais également tout ce qui est frais de formation, etc., jusqu'à 24 mois. D'accord ? Alors, je vous ai dit qu'il fallait être aidé, parce que une fois qu'on a dit ça, la question, c'est au fond comment on s'embarque dans ce dispositif. Parce que Dumartin, il a dit c'était mieux d'être aidé. Donc, à quelle porte on va frapper ? Donc, vous avez un très, très beau schéma qu'on appelle l'écosystème des acteurs. Alors ça ressemble un peu à des planètes, en fait. En le voyant, il ne manque plus que Thomas Pesquet et on est sûr qu'on est dans l'espace. Alors, il est un peu compliqué, mais je crois qu'en termes de culture, pour des DRH, c'est très important de comprendre qu'il y a des acteurs là-dedans, par exemple le CREFOP. Peut-être que vous en avez entendu parler. Moi, j'étais DRH pendant 20 ans. Je crois que le CREFOP, je ne savais pas ce que c'était. Alors que c'est un acteur très important des compétences dans la région. On a la DRIETS. Alors, on ne fait pas de test après, mais la DRIETS, c'est l'ex-direct qui vient d'être rebaptisé, je crois, le mois dernier, dans la Direction régionale du travail, qui est un acteur très, très important qu'on peut solliciter. Et puis, on a bien sûr Transition Pro, le cancer d'évolution professionnelle, qui est un passage obligé, etc. Donc, vous voyez, si on le présente comme ça, ça peut paraître un peu compliqué. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme il y a plein de structures, au fond, il n'y a rien qui vous empêche, le jour où vous êtes perdu, de frapper à une porte
Et si ce n'est pas la bonne porte, on va vous réorienter vers la bonne porte. Automatiquement, donc. Automatiquement, on travaille tous en étroite collaboration, donc on se renvoie les uns aux autres en cas d'erreur d'aiguillage. Alors, on va regarder une fois de plus pour creuser qui peut vous accompagner. Pascal, est-ce que tu veux prendre la main sur notamment les plateformes, les OPCO? Voilà, donc en fait, vous voyez avec la multiplicité des acteurs qui ont été présentés par Eric, il y en a deux qui méritent qu'on y arrête un petit peu. C'est le CEP. Vous savez que la réforme de 2018 a entraîné une régionalisation des opérateurs et une privatisation de ce service qui auparavant était rendu par les FONGICIF. Et donc, on a un opérateur par région qui est en charge du conseil en évolution professionnelle des actifs occupés, donc des salariés. Donc, c'est important que vous le sachiez. Je pense que vous le savez, mais autant combien d'entre vous savez exactement quel est l'opérateur, par exemple en Île-de-France, comment le contacter? Voilà, ça c'est de vraies questions, puisque un des éléments de la réforme globale, hein, si on fait 2014-2018, il y a le CEP, mais qui va de pair avec le CPF, mais également l'entretien professionnel, on y reviendra. Donc ça, c'est un acteur très important, on verra tout à l'heure, son rôle est stratégique dans le processus, et aussi donc les plateformes territoriales. Là, on parle, donc il y a eu un appel à manifestation d'intérêt donc en fin d'année dernière, qui donc a abouti à un certain nombre de plateformes, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, fin de ce mois, ou début juin, il y aura un nouvel appel à manifestation d'intérêt pour susciter des plateformes, qui sont des espaces où doit se réaliser ce qu'Éric présentait très bien tout à l'heure, cette conjonction entre entreprises qui décrutent et entreprises qui recrutent. Donc, on voit que c'est un écosystème complexe et finalement, cette slide vient bien à propos pour illustrer le premier challenge qu'on a dans ce dispositif, c'est de coordonner beaucoup d'acteurs et en plus à l'échelle d'un territoire. Puisque Eric l'a évoqué aussi tout à l'heure, c'est important de garder présent à l'esprit, j'y reviens à dessein, Transco est un dispositif territorialisé. Donc, que ce soit sur le dialogue social, que ce soit sur ces transitions professionnelles des individus, la notion de territoire est fondamentale dans le dispositif Transco. Et ça fait appel notamment, on le voit bien, à la question donc, des besoins de recrutement qu'a évoqué Eric tout à l'heure, mais des besoins, on va dire, concrets à l'échelle du territoire, au-delà des projections d'ARES, etc. Là, on est vraiment sur le terrain avec l'émergence de projets, non pas que des codes ROM, mais aussi des entreprises derrière, avec de vrais descriptifs de postes. Mais c'est aussi, cette dimension territoriale emporte aussi la dimension RSE qu'a évoqué en filigrane tout à l'heure Eric, puisque ça pose aussi la question de l'empreinte carbone. Enfin, on a vu avec la crise qu'on vient de passer, l'importance de ces territoires, puisque à tout moment, on peut se retrouver cloisonné dans un territoire, comment on fait travailler les gens ensemble. Mais en tout cas, l'importance aussi de connaître et de permettre aux gens aussi de travailler au plus près de chez eux. Donc ça, c'est un enjeu très important du dispositif. Et in fine, quand on parle de mettre en mouvement tous ces acteurs-là, bien évidemment, ça prend du temps. Donc le facteur temps est un facteur important, hein. La circulaire de cadrage de Transco, elle date du 11 janvier 2021. D'accord? Nous sommes là fin mai, bientôt en juin. Donc tout ce temps-là a été consacré à un grand travail de coordination. Et chose très importante aussi qu'il faut garder présent à l'esprit, c'est le deuxième challenge in fine, c'est qu'on se retrouve avec un dispositif conçu finalement pour se projeter post-crise,
n'oublions pas cela, mais qu'on doit grosso modo faire démarrer, on a dû faire démarrer en période de crise. Donc il faut bien comprendre qu'on n'est pas sur un dispositif conçu pour réguler la crise actuelle, mais que, en tout cas, les partenaires sociaux, quand ils se sont investis dans ce dispositif, voyaient plus loin que la crise du Covid-19. Donc ça, c'est aussi important pour vous, DRH. Cette question du temps long est une question fondamentale que le dispositif Transco nous permet, d'une certaine façon, d'adresser de façon intelligente si tout le monde veut bien jouer le jeu. On peut passer à la slide suivante. Donc, concrètement, sur le terrain, donc bien sûr, les OPCO, on verra dans le détail tout à l'heure ce qu'ils vous apportent au niveau de l'entreprise. Le CEP, on l'a dit, hein, avec des différents acteurs. Donc, un acteur pour les actifs occupés qui pour l'Île-de-France Groupement Évolution. Par contre, les autres acteurs de droit commun existent toujours, hein, la PEC, les cadres, KEOPS, le réseau KEOPS pour les travailleurs handicapés, Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, tout en sachant que les demandeurs, il y a de plus en plus de porosité entre le statut, malheureusement, de demandeur d'emploi et de salarié, avec tous ce système, tous ces permittents qui se multiplient avec la fragilisation et le morcellement du marché du travail. Et, on le disait tout à l'heure, à travers le premier AMI, appel à manifestation d'intérêt de décembre dernier, 8 plateformes en Île-de-France, dont aucune concrètement n'a démarré à ce jour. Hein. Par contre, on pense qu'il y en a 2 là qui devraient être en phase de démarrage, espérons-t-on donc en juin logiquement. Mais on est bien sur comment dire, des plateformes qu'on a entre guillemets, dont on a accompagné la construction avec la DRIETS. Donc on a eu énormément de réunions tripartites, porteurs de plateformes, DRIETS et ATPro, pour réussir à bien partager, avoir cette vision partagée du dispositif. Vous l'avez vu tout à l'heure, hein, au fil de cette présentation. C'est un dispositif vu de l'extérieur peut paraître complexe, mais il y a des lignes de force qu'on essaie de vous traduire là de façon la plus simple possible. Et une fois qu'on a compris, notamment le fait qu'on doit se projeter dans l'avenir, on est vraiment construit du temps long également. Je pense que c'est une bonne façon d'appréhender ce dispositif et de comprendre pourquoi il vaut mieux prendre le temps de le co-construire correctement plutôt que de se précipiter dans de l'adéquationnisme BA, alors que les plus grands enjeux sont peut-être encore devant nous, hein, c'est pas peut-être, sont devant nous, avec la transition écologique hein, qui finira bien par atterrir et peut-être violemment dans certains secteurs, et bien sûr la transition numérique. Pascal, non, juste une question, puisque tu as évoqué les plateformes. Concrètement, il y a 8 plateformes. Si une des personnes qui nous écoute se dit, mais au fond, à quoi ça sert de contacter une de ces plateformes? Est-ce que tu peux déjà apporter la réponse? À quoi ça sert d'aller voir une plateforme? Alors, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, l'enjeu, c'est de faire, et je l'ai rajouté sous l'aspect faire émerger au niveau du territoire. Je reviens à cette dimension territoriale. L'entreprise, là où elle est, vous avez un salarié qui, effectivement, a un poste, on va dire, d'ouvrier dans votre entreprise, mais qui, par ailleurs, a des compétences donc dans un autre domaine qu'il utilise le week-end dans le cadre associatif, par exemple. Hein. C'est un très bon mécanicien et voilà, il souhaite se spécialiser dans les drones, par exemple. Voilà, c'est un métier porteur aujourd'hui, les conducteurs de drones. Il fait ça pour s'amuser. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, dans votre boîte, les choses, on sait que à moyen terme, il y aura des difficultés, la concurrence des pays étrangers, peu importe, et peut émerger sur son territoire une entreprise nouvelle, novatrice, qui développe la construction et la vente de drones. Et cette personne, elle ne le sait pas. Vous non plus. Pour autant, grâce à cette plateforme territorialisée, donc chacune de ces plateformes sont ancrées dans un territoire, avec des acteurs du territoire, et qui est porteuse aussi donc des projets territoriaux, parfois adossés à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territorialisées, donc très important.
alors, à travers la plateforme, on peut faire émerger, c'est l'objectif, faire émerger ces projets territoriaux porteurs d'emplois, donc les fameuses entreprises qui recrutent, les mettre à les faire connaître des salariés et des entreprises, et ainsi créer ce mouvement vertueux où finalement le salarié dira ah ben oui, ça m'intéresse et je suis prêt à me former et à préparer ma transition vers ce nouveau métier. Donc en réalité, l'intérêt de la plateforme, donc primo, c'est sa territorialisation, sa capacité à faire émerger les entreprises qui recrutent sur le territoire donné. C'est très important. Et celles qui décrutent, malheureusement, c'est pas ce qui manque. Mais vraiment, on les attend beaucoup là-dessus. Et aussi leur capacité à mettre en transparence, à mettre à disposition ces métiers qui émergent et donc aussi à les faire connaître, mieux connaître. Donc ça peut être, la circulaire en parle, ça peut se faire à travers des immersions d'ailleurs, hein, qui peuvent être de ces professionnels, des futurs salariés dans ces entreprises, etc. Donc voilà, on est vraiment sur une structure qui est là pour faire se rencontrer une offre et une demande, mais en particulier une demande qui n'est pas connue ou très peu connue parce qu'elle est à l'échelle du territoire. Ce qu'on peut rajouter, Pascal, pour une entreprise, c'est donc si elle est sur un territoire où il y a une de ces plateformes, elle peut s'adresser à cette plateforme, mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'elle peut également y aller par une voie plus directe en montant un dossier. C'est l'objet de la slide suivante que tu dois avoir avec le rôle des acteurs. Voilà, vous voyez la surface qui est occupée par les plateformes, elles sont loin de couvrir tout le territoire francilien. Et je le répète, c'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs, il n'y ait pas de transco possible, bien évidemment. Par contre, là où il y a une plateforme, et c'est leur plus-value, il y a justement cette plus-value de connaissance du territoire et d'émergence du potentiel du territoire. Slide suivante. Donc, le rôle des principaux acteurs, on va essayer d'entrer un peu plus dans les détails, avec les OPCO, quand on dit information, accompagnement auprès des entreprises, un des enjeux majeurs autour de ça, c'est l'accompagnement notamment à l'identification et la formalisation un peu de ces emplois dits fragilisés, et finalement l'appui à la négociation de cet accord JEPP. Et ça passe par un diagnostic RH. Et donc, les OPCO ont des financements dédiés pour cela, hein, dans le cadre du conseil RH financé, diagnostic conseil financé par les directs. Hein, donc, c'est vraiment fait pour. Et là, les OPCO ont les moyens d'accompagner les entreprises dans ce cadre-là, et notamment de rendre visibles ces métiers fragilisés, ce qui va être la base du travail, en tout cas du projet Transco. Et à ce stade, en tout cas à mi-mai, on avait 3 accords, enfin la Direct avait reçu 3 accords GEPP, dont un signé par une TPE. Au niveau de l'entreprise, donc on a l'identification des emplois fragilisés, on l'a vu, notamment pour les TPE, PME, à partir d'un diagnostic RH financé par les OPCO, hein, et donc la formalisation de cet accord, et bien sûr l'information des salariés et le dépôt du dossier. Donc on voit là poindre tout de suite, et ce n'est pas le moindre, hein, le 3e challenge qui est associé à cette question des transco. On rappelle les 2 premiers. Hein. Le premier challenge, c'était la coordination de multiples acteurs dans une logique de temps long. Et également, le 2e, c'était donc la projection au-delà de la crise. Le 3e, le plus prégnant, nous sommes là aujourd'hui au cœur de cette question de l'accord GEPP avec, il y a 15 jours, une réunion avec la RACT pour essayer de réfléchir ensemble sur un mode d'accompagnement qu'on pourrait co-construire en direction des entreprises sur ce sujet-là. C'est la question du dialogue social qui s'inscrit là aussi dans le temps long, mais aussi dans une logique de territoire et donc dans une logique interprofessionnelle, interbranche, puisqu'on parle de transition d'une branche à l'autre, d'un secteur à un autre. Donc là, c'est beaucoup plus complexe que les approches classiques et demande une méthodologie et une approche qui est un peu nouvelle, qui bouscule très clairement, mais qui est très intéressante
parce qu'on espère que ça va susciter aussi donc, de l'innovation hein, dans notre façon de travailler ensemble. Et je maintiens que ça pose aussi la question, quand on parle de dialogue social, la question pour vous DRH, hein, de vos pratiques hein, dans ce domaine-là, en particulier la question de l'entretien professionnel. Je crois qu'il faut faire le lien, c'est bien à ce stade-là qu'il faut faire le lien avec cet objet ça fait, je crois qu'il y a déjà eu 2 reports. Là, on est au 30 juin, je crois que, enfin, normalement, il ne devrait pas en avoir d'autres. Je ne sais pas si on peut faire un sondage rapide, savoir est-ce que sur tous les DRH présents, tous les entretiens professionnels ont été faits donc dans leur entreprise, mais on voit bien qu'il y a eu une certaine difficulté, on va dire, pour certaines entreprises de s'emparer de cet outil-là, alors que très clairement, l'entretien professionnel se situe tout à fait dans une logique transco, puisque c'est une logique poste, je le répète, sur du temps long, où on prend le temps avec son salarié de réfléchir à l'avenir au sein de l'entreprise, puisque bien évidemment, et en tant que représentant salarié d'un côté syndical, bien évidemment, c'est l'évolution professionnelle au sein de l'entreprise d'abord, donc l'évolution interne, y compris donc l'évolution salariale à terme, mais c'est aussi, et là on est plutôt sur du Transco, l'évolution externe possible dans le cadre de Transco, mais tout ça, ça peut se discuter lors de l'entretien professionnel, où on prend le temps effectivement de réfléchir, de construire les choses. Et donc vient aussi la question de l'abonnement du CPF du salarié, la question du conseil en évolution professionnelle. Et là, on retrouve les 3 éléments forts de la réforme 2014-2018, CEP, CPF et entretien professionnel. Donc, vous voyez bien là, on a un dispositif qui vient apporter la dernière touche hein, et redonner du sens aussi à l'entretien professionnel, puisque c'est vraiment un moment privilégié pour se projeter avec le salarié sur ce qu'il compte faire et quelles sont ses intentions par rapport, et notamment ouvrir au-delà de l'entreprise elle-même. Les 3e acteurs, ce sont les opérateurs du CEP. Donc, si on revient sur la slide. Voilà. Donc là, il y a une information collective. Une fois que l'accord GEPP est signé, l'employeur doit informer tous les salariés des emplois fragilisés, hein, mais en même temps, l'opérateur CEP et parfois et Transco et ATPro, hein, nous, on intervient pour expliquer aussi, parler des métiers qui recrutent au niveau de la région, puisqu'il y a une liste de métiers qui recrutent qui a été établie et validée, co-construite, on va dire, au sein du CREFOP et diffusée par le préfet sur tous les territoires. Et elle est disponible hein, sur notre site, mais sur le site aussi de la Driette. Et à ce moment-là aussi, c'est l'occasion pour l'opérateur du CEP de rappeler quelque chose d'important. Éric l'a dit, mais j'y reviens, cette notion de volontariat. Donc, on rappelle, c'est bien à ce moment-là aussi de rappeler tout salarié, il n'y a pas de contrainte à entrer dans Transco. Par contre, lui rappeler que l'intérêt du conseil en évolution professionnelle dont il bénéficiera, c'est de balayer le champ du possible et de se rendre compte si effectivement Transco répond exactement à sa demande ou s'il y aurait d'autres dispositifs et pourquoi pas le PTP classique si cette solution paraît la mieux adaptée. Enfin, on a Transition Pro qui, alors je préfère qu'on mette co-anime, puisque nous ne sommes pas seuls, bien évidemment, et nous co-animons ce dispositif avec la Driette, donc où nous avons des réunions hebdomadaires et parfois 2 ou 3 réunions dans la semaine. Voilà, donc c'est très intense. Donc le terme co-animation est tout à fait adapté et bien évidemment le financement du dispositif. On peut passer à la suite. Je me mets toujours à la place du DRH qui se dit alors si je reviens de façon très simple sur ce que je dois faire, les conseils qu'on peut donner. Le premier donc c'est de dire il y a un OPCO, allez le voir
Et potentiellement, il est en mesure de vous assister dans le processus, notamment via ce qu'on appelle les DIAG RH, donc qui est un dispositif d'accompagnement financé. Je ne dis pas gratuit, mais en tout cas, il est financé. Deuxième étape, l'entreprise, elle identifie les emplois qui sont fragilisés chez elle et elle fait un accord de GEPP. Alors, on ne l'a pas dit, mais il existe des modèles d'accords GEPP disponibles également en ligne. Hein, donc, puisque la seule obligation est de mentionner les accords, enfin, je le dis très simplement, hein, de mentionner les emplois qui sont fragilisés. Après, on peut être plus exhaustif dans l'accord GEPP, mais il doit y avoir cette mention. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire un accord GEPP qui est quand même relativement simple et avec des supports qui sont à disposition. Voilà. Et ensuite, donc, il y a l'apport de l'opérateur CEP. Et je compte sur toi, Pascal, pour expliquer qu'à un moment où, là, tout ce que je viens de décrire, c'est plutôt collectif. Hein, c'est-à-dire c'est l'entreprise qui va préparer un dossier, qui va travailler sur ses effectifs. Et il y a un moment où ça va redevenir individuel, c'est quand ça arrive chez nous, chez Transition Pro. Et là, tu as la dernière slide. Un des points importants de l'instruction du 11 janvier qui a correspondu aux négociations qui ont amené à la construction de ce parcours, c'est le caractère, le maintien donc du rôle plein et entier de la commission paritaire qui siège au sein de chaque AT-Pro. Et c'est bien un dossier donc individuel de salariés, un dossier PTP qui sera présenté quand bien même il soit avec un chapeau Transco correspondant à un processus entreprise qui vous a déjà été détaillé, mais in fine, on aura bien un dossier individuel de salarié avec tous les éléments nécessaires, en particulier la question de la motivation de l'individu, sa lettre de motivation, où il va exprimer finalement donc comment il se projette et comment ce projet-là rentre dans son parcours et s'inscrit pleinement dans son parcours. Donc on voit bien l'importance du CEP en amont pour qu'il n'y ait pas de hiatus finalement entre le dossier qui va nous être transmis et la réalité finalement voilà. Donc ça c'est un garde-fou important. Mais au fond surtout la commission sont donc elle est paritaire comme on vous l'a dit, composée donc de chefs d'entreprise d'un côté ou en tout cas de représentants du patronat pour faire court, des organisations professionnelles de salariés, et qui, organisations professionnelles du patronat et organisations syndicales des salariés, et donc des gens de l'entreprise, et qui ont des années d'expérience de ces parcours, du temps du FONGICIF, aujourd'hui du PTP, et qui justement veillent à trois choses, à la cohérence bien évidemment du projet, mais aussi et surtout au débouché réel donc de la formation. On l'a vu, on est censé s'appuyer sur des métiers porteurs, donc ça, cet aspect-là, logiquement, il est acquis, puisque si les choses ont été bien faites en amont, on ne devrait pas avoir souci là-dessus, mais la cohérence du projet, elle est vraiment en termes de le niveau, la personne, son parcours avant de ce projet et la cohérence entre ce parcours-là, ce niveau scolaire, pour faire court, et l'ambition portée par le projet. Donc là, il peut y avoir parfois un hiatus plus ou moins important qui va rendre le projet plus ou moins crédible. Donc, la commission pourrait être amenée effectivement à faire des préconisations d'aménagement de parcours afin de garantir, là encore, l'objectif, c'est vraiment de garantir la réussite du parcours des individus. Donc, une fois, bien évidemment, les choses faites, alors, il est important de noter que le CEP, l'opérateur du CEP continue à suivre la personne tout au long de sa formation. C'est très important. Donc, et là, en termes de conseils, et notamment parce qu'elle peut avoir entamé la formation sans avoir l'emploi au bout. On est d'accord? Ça, c'est important de le comprendre. Et donc, si c'est une formation, on va dire, sur 12 mois, par exemple, pendant tout ce temps-là, il y a tout un travail qui continue à se faire de recherche en lien avec la plateforme, bien évidemment, qui pendant ce temps-là fait émerger
bien évidemment les emplois potentiels. Et l'accompagnement du CEP sert également à cela. Et finalement, nous, enfin en tout cas AT-Pro a l'obligation d'informer régulièrement l'entreprise de l'avancée, bien évidemment, du projet et du parcours de la personne. Eric, si tu voulais rajouter des choses. En fait, je pense qu'après, on va peut-être répondre à des questions, parce que les questions après sont très pratico-pratiques. Par exemple, quand je vais voir des entreprises, elles me disent, mais on a initié un PSE, est-ce qu'on peut initier un PSE et faire du transco? Ça, c'est typiquement le genre de questions que l'on a. Mais je voulais revenir sur l'exemple que tu as cité des drones tout à l'heure. Donc, on pourrait très bien imaginer d'avoir une entreprise donc, qui se développe dans les drones et donc il y a besoin de recruter une vingtaine de personnes, par exemple. Et à l'autre bout, on pourrait avoir une entreprise, je sais pas, qui est dans le nettoyage industriel et qui a des emplois qui sont menacés. Donc on pourrait imaginer qu'on ait, par exemple, 20 personnes qui veuillent aller vers les drones. Ok ? Mais on va regarder les 20 dossiers. Faut pas croire que parce qu'il y a un projet global, qu'on va considérer comme acquis le fait que chaque salarié soit motivé et ait les compétences. Donc on regarde ça individuellement. Après, vous pouvez avoir votre entreprise de nettoyage industriel avec un certain nombre de personnes aux emplois menacés, mais il y en a peut-être un qui va vouloir aller dans les drones, un qui va vouloir, 5 qui vont vouloir être aides-soignants. Donc ça peut partir également dans tous les sens, puisque c'est une démarche individuelle. Et je crois que c'est intéressant pour un DRH de se dire au fond, est-ce que je vais aller jusqu'à chercher, pourquoi pas, une collaboration, une coopération avec une entreprise qui est en capacité de recevoir mes équipes, ou est-ce que quelque part, je m'en tiens à la liste des métiers qui est donnée par le Coparef. Et voilà. Donc voilà, ça, ce sont des stratégies très très intéressantes à regarder. Et je crois que c'est toujours intéressant de se dire, au fond, c'est quoi les métiers qui sont aujourd'hui un peu en tension et vers lesquels mes salariés peuvent aller. Et après, on peut essayer de construire des projets un peu à l'envers, comme ça. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Oui, Pascal. Une question, une petite précision, parce que Eric, bon, c'est vrai qu'Eric, l'âge aidant, vous a parlé du Coparef, mais le Coparef n'existe plus. Hein. Mais bon, c'est son côté un peu... il a cet humour-là, hein, c'est un peu un humour un peu british. Donc aujourd'hui, c'est le CREFOP. Voilà, excuse-moi. Ouais. Non, mais il n'y a pas de souci. Et effectivement, le CREFOP, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je réinsiste, il a un rôle de pilotage stratégique du dispositif qui est en train de se mettre en place en Île-de-France. Mais le CREFOP, pour mémoire, donc c'est une instance quadripartite où on retrouve l'État, la région et les partenaires sociaux, et qui réfléchit notamment à la carte des formations au niveau du territoire, de la région, etc. Mais aussi la question de la formation professionnelle continue qui peut tout à fait... et c'est cet espace-là qui va permettre, là aussi parfois, sur certaines... quand on a mis en place peut-être des modalités innovantes de formation, des choses comme ça, arriver à finalement capitaliser et pouvoir, pourquoi pas, créer un espace de dialogue fécond avec les branches, etc., autour de filières spécifiques. Voilà, c'est tout à fait le lieu idoine pour ce type d'échange. Merci Pascal. Peut-être avant de prendre des questions posées, j'en ai une ou deux qui me viennent à l'esprit. Donc on comprend bien que c'est un dispositif, si je dirais, à 2 étages. Un premier étage collectif, qui est déclenché par l'entreprise, par la signature d'un accord de GEPP. Vous avez tout compris. Et c'est ça qui permet en fait d'ouvrir le droit à un salarié de s'inscrire dans ce dispositif de transition collective. Et donc ça suppose pour l'entreprise donc d'avoir cet accord et de remplir les dossiers. Et est-ce que je peux dire que le rôle de l'entreprise s'arrête là, a priori? Alors sachant bon, il y a toujours le suivi, hein, j'ai bien entendu ce qu'a dit Pascal, il y a toujours un suivi bien sûr, mais et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est toujours un choix du salarié. Donc là, quand le salarié dépose son dossier individuel, il est examiné par une commission. Est-ce que le salarié a un engagement d'aller au bout de cette formation? Non.
Voilà, parce que imaginons qu'il arrête au bout de quelques mois. Eh bien, s'il arrête, il revient dans son entreprise. Il revient dans l'entreprise et le financement, tout s'arrête. Absolument. Alors, je pense que l'entreprise doit s'intéresser au parcours. De toute façon, n'oublions pas que potentiellement, vous l'avez dit, il y a la possibilité déjà du retour dans l'entreprise. Ouais. Hein, donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. En préambule, et Pascal l'a dit aussi, on a parlé un peu de responsabilité sociétale. Ouais. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans une logique de se dire je me débarrasse de mes salariés. Après tout, on est quand même dans une logique de se dire je me soucie de l'avenir de mes salariés. Voilà, j'ai investi sur eux, ce sont des personnes qui ont des qualités, et je crois que c'est intéressant. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu dans les échanges que j'ai eu avec des entreprises, de se dire, au fond, dans les métiers là, qui sont aujourd'hui en tension, qui cherchent des ressources, est-ce qu'il n'y en a pas qui sont quand même relativement proches des compétences qu'il y a dans mon entreprise pour faciliter justement ce changement de métier? Donc pour moi, le rôle de l'employeur, enfin, s'il veut aller dans ce dispositif de façon intègre et pour moi, dans ce qui doit être l'esprit qui prévaut, il doit s'intéresser au parcours. Alors, ça ne veut pas dire faire de l'ingérence, hein, oui. Mais en tout cas, et je crois que tout l'écosystème qu'on a montré, tous ces partenaires sont là aussi pour ça, pour faire en sorte que voilà, qu'il n'y ait pas de personnes qui soient lâchées dans la nature et qu'on s'en lave les mains. Oui, ça semble effectivement. Mais ça veut dire aussi, donc, un salarié pourrait très bien suivre son cursus de formation pendant 2 ans et au terme se dire, finalement, je reste dans l'entreprise, ça ne remet pas non plus en cause le financement, l'accompagnement. Par contre, l'employeur a peut-être aussi un engagement à l'aider à trouver dans l'entreprise, sachant que, a priori, c'est quand même pour aller vers des emplois qui sont accessibles avec sa nouvelle formation. Ça peut être dans l'entreprise, mais ça peut être aussi à l'extérieur, vu à travers la plateforme. Alors, Pascal a abordé la question tout à l'heure en parlant de l'entretien professionnel. Je crois que quelqu'un qui a un projet, mais qui au bout revient dans l'entreprise et qui reste dans l'entreprise, l'employeur, il doit se questionner, mais on a déjà cette question dans le cadre du PTP, puisque tous les gens qui sont dans un projet de reconversion professionnelle ne le convertissent pas. On n'a pas 100% de gens donc on a des gens qui reviennent dans leur entreprise, et ça, je pense que tous les DRH qui nous écoutent connaissent cette situation où là, on a quelqu'un qui a acquis de nouvelles compétences. Et qui revient dans l'entreprise. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on a moyen de lui ouvrir de nouveaux champs pour ses compétences? Alors une question aussi sur les plateformes. On a bien compris, donc c'était des plateformes territoriales, comme le montre bien le schéma. Mais ça veut dire que si moi j'ai une entreprise en dehors de ce territoire, je ne mets pas d'action possible pour reclasser mes salariés? Si, en direct, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si dans votre territoire, il n'y a pas de plateforme, vous avez tout à fait la possibilité, en direct, de créer votre accord de GEPP et lui donner, je dirais, l'envergure que vous souhaitez. D'accord. Vous pouvez en mettre 200 personnes dans votre projet, vous n'avez pas besoin de la plateforme. La plateforme, et je pense que Pascal l'a bien expliqué tout à l'heure, elle connaît très bien les besoins en main-d'œuvre du territoire. Et en ça, elle est très utile. Mais vous pouvez... Pour ça que on peut très bien se dire, mais dans mon territoire, il y a telle entreprise aujourd'hui qui est en pénurie de main-d'œuvre et on voit, elle cherche à recruter, je sais pas, des vitriers, etc. Il n'y a rien qui interdit un chef d'entreprise qui est dans une situation inverse, de difficulté, de se rapprocher de cette boîte et lui dire, mais écoute, moi j'ai des gens peut-être qui ont des compétences qui pourraient correspondre à ce que tu cherches, moyennant une formation au milieu. Oui. Vous voyez, ça se construit. Ça peut se construire comme ça. Et pour moi, potentiellement, ce sont les meilleurs projets. D'accord. Voilà, ceux qui intègrent toute la chaîne, on va dire, de l'émetteur au récepteur avec peut-être le cycle de formation. Voilà. Alors, si je rebondis sur une des questions que je vois, alors je ne sais pas s'il y en a eu avant, mais il y a une question, quel est l'intérêt et quelle est la démarche pour les entreprises qui ont des difficultés à recruter sur des métiers très qualifiés? On revient pour moi à la question des transitions collectives et la question du temps long et de la construction au niveau des branches notamment, de ces passerelles interbranches, intersecteurs. Et c'est ça qui est nouveau, qui est novateur. Donc il y a de gros travail actuellement, de gros travaux qui sont en cours au niveau des observatoires
des OPCO, les OPMQ, sur ces questions du transfert de compétences et d'interbranches. Vous savez que la loi de 2018 a beaucoup contribué à la modularisation, à la création de blocs de compétences, au découpage des certifications en blocs de compétences. Pour justement, ce travail-là doit permettre de trouver les zones de croisement entre différents métiers. Et quand on parlait de métiers très qualifiés, vous pourrez demain avoir une sorte de cartographie qui vous dira, bon, ça existe déjà, mais on n'a pas le temps de déployer ça, mais d'une façon générale, voire dire avec tel métier, en fait, potentiellement, d'ailleurs le ROM, le répertoire opérationnel des métiers, vous offre déjà, ça s'appelle les aires de mobilité, définit déjà des métiers connexes pour lesquels les compétences sont plus ou moins proches du métier visé. Donc, à partir de ce travail d'analyse croisée des compétences, on peut arriver à construire des parcours. Vous avez tous et toutes bien évidemment entendu parler des premiers dossiers, les 11 premiers dossiers qui ont été traités chez nous au titre de la transition collective, qui concernent une grande entreprise donc du nettoyage d'un côté et une grande entreprise du grand âge, on va dire, du service au grand âge de l'autre côté. Sauf que c'est sur le papier deux métiers très différents, mais en réalité, les compétences développées, une bonne partie des compétences développées dans un des secteurs peuvent être transposables dans l'autre secteur. Par contre, il faut mettre en place une ingénierie de formation particulière, en l'occurrence là, qui s'appuie sur la FEST, qui s'appuie sur la VAE dite inversée, bref. Des acteurs se sont mis autour de la table et parce qu'un des acteurs dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est les organismes de formation. Et oui. Aussi, on attend aussi d'être force de proposition sur des façons innovantes d'aborder ces transferts de compétences. Et effectivement, on peut arriver comme ça à dessiner des lignes de force d'un secteur à un autre. Et le Transco est un bon véhicule pour pouvoir faire ce transfert de compétences d'un secteur vers un autre. Et Pascal a raison de pointer du doigt les organismes de formation, parce qu'eux, ils connaissent. Et justement, ils connaissent aussi les secteurs qui ont besoin des ressources pour lesquelles ils forment des personnes, et ils connaissent aussi les viviers de destination. Donc on a là quelque chose d'intéressant. Et on ne l'a pas précisé dans les petits tableaux récapitulatifs. Une des particularités aussi du Transco, c'est que l'on peut agréger plusieurs dispositifs de formation. À la différence du PTP où c'est une seule formation, là on peut agréger plusieurs cursus, alors, sous réserve bien sûr qu'ils soient finançables, pour avoir un parcours de formation qui soit cohérent et qui permette d'arriver à l'objectif. Donc ça aussi c'est un vrai plus de ce dispositif. Tout à fait. Et une dernière question peut-être, puisque je crois qu'on a fait le tour des questions. Où trouve-t-on ces plateformes? Comment fait-on pour rentrer en contact avec ces plateformes? Est-ce que ce sont des entités juridiques qui composent ces plateformes? Comment on rentre en contact? Alors, on peut s'adresser à nous, on peut les renseigner. Sinon, l'Adriès les connaît, puisque c'est également en relation avec l'Adriès. Alors, je ne sais pas si on a un endroit, un site où elles sont référencées. Il n'y en a pas. Pardon? Sur la page web employeur, on retrouve toutes ces informations éventuellement sur votre page web? Non, pas à ce jour, mais on peut nous contacter. Et, Pascal, tu avais un mot là-dessus peut-être? Un tuyau? Temps de rappeler qu'aucune de ces plateformes n'est opérationnelle aujourd'hui. Oui, j'ai bien noté, tout à fait. En Ile-de-France. Ils n'ont pas démarré encore. Voilà. Et donc, ne vous inquiétez pas. Un des premiers enjeux pour ces plateformes quand elles démarreront, c'est de se faire connaître aussi. Bien évidemment, vous aurez accès sur notre site, les sites des Driettes, à toutes ces plateformes, bien sûr. Mais d'ores et déjà, les projets, en tout cas, sont consultables. En tout cas, les acteurs, vous pouvez, sur les sites des Driettes, de la Driette Île-de-France ou le nôtre, vous pouvez avoir ces éléments-là. Voilà, et on peut se rapprocher des plateformes, il n'y a aucune difficulté. Voilà, bien sûr. Eh bien, il nous reste à vous remercier, Eric, Pascal et Laetitia, qui étaient donc dans les coulisses. Merci pour cet éclairage. On voit que Pascal, et pas que Pascal, a une maîtrise des rouages de Transition Pro qui est assez remarquable. Voilà. En tout cas, vous pourrez réécouter à volonté cet audio
et vidéo, bien sûr, hein, qui sera donc mise en ligne au plus vite. Merci à vous. Bonne soirée à tous.